Ces derniers temps, à chaque fois que j'ai parlé de Netflix, c'était pour en dire du mal. Que ce soit pour critiquer son algorithme ou le fait que la plateforme nous pousse à surconsommer des séries, on peut dire que je ne l'ai pas vraiment épargné. Et cette culture du binge-watching nous fait entrer véritablement dans une logique de consommation. Pourtant, Netflix a permis la création d'œuvres artistiques très intéressantes et a démocratisé l'accès à la culture. Du coup, je me suis dit que pour une fois, je ferais une vidéo positive à son sujet. Puis je me suis rappelé que je suis un jeune aigri qui adore se plaindre et que le négatif attire beaucoup plus sur YouTube. C'est pourquoi on va finalement voir ensemble pourquoi Netflix annule vos séries préférées et quelles conséquences ça peut avoir sur le long terme. Tout d'abord, de nombreux facteurs expliquent l'annulation de certaines séries et ça ne dépend pas que de l'audience. Parce qu'effectivement, il faut tout d'abord faire un calcul simple entre le nombre de gens qui regardent la série et le prix qu'elle coûte. Ça, c'est commun à toutes les séries et pas qu'à Netflix. Et c'est ça qui explique que des séries à gros budget comme Mindhunter ou Sense8 ont plus de chances de se faire annuler que des plus petites séries. Ensuite, Netflix produit plus de séries que n'importe quel autre studio, c'est donc logique qu'ils en annulent plus aussi. Mais il y a d'autres raisons moins connues qui peuvent pousser le studio à ne pas renouveler un show. Tout d'abord, il faut savoir que de manière générale, après 2 saisons, une série voit son budget drastiquement augmenter. Et c'est logique parce que par exemple les acteurs de Stranger Things, la première saison, ils n'ont pas été payés la même chose que la 3e saison et encore moins que la 4e. Il y a forcément eu une augmentation qui est parfois très importante. Le seul moyen pour une série d'être renouvelée au-delà de 3 saisons est alors de continuer à augmenter son audience. Ce qui est très rarement le cas puisqu'au contraire, au bout de 2-3 saisons, souvent les séries stagnent, voire régresse. Aussi, Netflix s'intéresse particulièrement aux 28 premiers jours. En fait, vu que les séries sont sorties d'un seul coup sur la plateforme, ils vont regarder quelles séries vont être vraiment binge-watchées par les utilisateurs. De même, ce qui est scruté avec attention, ce sont les premières séries que vont regarder les nouveaux abonnés Netflix, qui constituent alors les séries qui les ont poussés à s'abonner. Et vous vous en doutez, c'est beaucoup plus souvent La Casa de Papel que Everything Sucks. Et ça, c'est sans compter les très nombreuses séries que Netflix ne produit pas, mais qu'il diffuse simplement et dont le renouvellement ne dépend pas vraiment d'eux. C'est le cas pour Riverdale par exemple, et c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, lorsque votre série préférée est annulée, ça sert à rien de s'indigner en disant « Ah, mais ils renouvellent Riverdale ». C'est pas eux qui décident. Même si, dans le cas contraire, ils peuvent sauver certaines séries. Et ça s'est vu avec Lucifer, avec les fans qui se sont énormément manifestés sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a le cas des mini-séries comme Le Jeu de la Dame ou Maniac, qui n'ont tout simplement pas vocation à avoir de suite. Bref, si ce sujet spécifique vous intéresse, il y a énormément d'articles que je vous mettrai en description et même des vidéos YouTube. Il y a beaucoup de collègues vidéastes qui ont déjà fait une vidéo sur le sujet. Mais moi, ce sur quoi j'aimerais me pencher, c'est les conséquences que ça peut avoir. Parce que pour l'instant, clairement, la stratégie Netflix est la même que celle du monde de l'édition. En gros, ils partent du postulat de base que un succès rachète 10 échecs. Et donc, ils produisent à mort, quitte à devoir annuler l'immense majorité des séries après seulement 1 ou 2 saisons. Et on peut se dire que c'est un système viable, donc il n'y a pas trop de problème. Sauf que ça reviendrait à ne pas prendre en compte que les abonnés Netflix, c'est des humains, et c'est pas des robots qui se contentent de binge-watcher et d'enchaîner des séries à l'appel. Même si j'ai pu le sous-entendre dans certaines vidéos précédentes, c'est possible. Certains s'attachent, beaucoup trop, à certaines séries et dont l'annulation est alors vécue comme un crève-cœur. Et quand c'est une fandom qui est mécontente et qui va faire un hashtag sur Twitter, bon, c'est pas très grave, ça arrive tout le temps. Mais quand ça commence à se multiplier, ça peut devenir assez problématique. Il suffit de voir le tweet que j'ai fait où je vous ai demandé quelles étaient vos séries préférées qui avaient été annulées par Netflix. Et en dehors du fait qu'un youtubeur très connu ait répondu à mon tweet, ce qui a faussé complètement mon test parce que forcément il y allait avoir plus de réactions, j'ai quand même jamais eu autant de réactions sur un tweet. Ou alors c'était des photos de mon chat, mais ça c'est normal. Ça montre bien que désormais la plupart des gens ont au moins une série qu'ils appréciaient particulièrement qui a été annulée. D'ailleurs, si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, en vrai ça serait intéressant. Je pense qu'on peut battre le record de commentaires de la chaîne. Et si cela n'a pas vraiment d'incidence sur le court terme, car rares sont les gens qui vont se désabonner de Netflix parce que leur série préférée a été annulée, sur le long terme, ça peut vraiment atteindre l'image de la marque. Bon, et au-delà du fait de vouloir me prendre pour un créatif, je pense que la marque Netflix et la plateforme Netflix est de plus en plus associée aux annulations de séries qui peuvent paraître parfois injustifiées. Ce qui est évidemment plutôt négatif, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin de pourquoi. Et d'ailleurs, ça se vérifie sur les réseaux sociaux avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nombreux hashtags, des mouvements de fans, des pétitions, ce qui fait qu'il y a des gens qui vont s'engager
contre la volonté et contre la décision de Netflix. Et aussi, ça peut pousser certains abonnés et certains consommateurs à moins s'attacher à certaines séries ou à certains personnages par peur qu'elles soient annulées la saison suivante. Voire même à ne pas la regarder tant qu'ils ne savent pas si elle va être durable. Enfin, cette stratégie du 1 succès pour 10 échecs fonctionne. Encore faut-il un succès. Parce qu'effectivement, ce que j'ai pas expliqué tout à l'heure, c'est que Netflix prend aussi énormément en compte qu'il faille des séries qui touchent tous les publics, comme a pu le faire Stranger Things ou même La Casa de Papel dans une moindre mesure. Sauf que honnêtement, ça fait quelques temps qu'il n'y a pas eu une nouvelle série qui a apparu comme un raz-de-marée, comme l'ont été les deux que je viens de citer. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de succès, mais peut-être pas au point de rattraper les 10 échecs précédents. Et c'est normal qu'il n'y ait pas un succès chaque mois. Mais là, ça commence à faire un petit peu long, je trouve. Mais dites-moi, vous, en commentaire, s'il y a une série qui vous est apparue sur ces 2 dernières années, en tout cas une nouvelle série sur ces 2 dernières années qui vous est apparue comme une très grande réussite. Et surtout, face à des concurrents comme HBO Max ou Disney+, qui ont plutôt l'air de faire le choix de grosses productions, quitte à avoir un catalogue moins fourni, mais avec peut-être plus de qualité au rendez-vous, il sera intéressant de voir quel modèle va s'imposer. De même, Netflix est énormément ancré dans la case des séries teen pour ados, là où HBO Max a l'air de s'en écarter un petit peu, et ça peut être intéressant parce qu'il va y avoir un nouveau public à conquérir. Par exemple, en ce moment, j'entends parler partout de The Mandalorian, comme je n'ai pas entendu parler d'une série Netflix depuis très longtemps. Avec le fait qu'il y ait un épisode par semaine en plus, le sujet revient très souvent sur la table, et ça peut pousser les gens à l'abonnement. On peut alors se demander dans quelle mesure l'hégémonie de Netflix ne risque-t-elle pas d'être remise en cause. Les premiers résultats de cette année de la plateforme sont en dessous des espérances. Alors même s'il y a eu l'effet confinement qui forcément a été bénéfique, on peut se demander sur les 3-4 prochaines années si à un moment on va pas assister à son déclin. Bon, et là sur la vidéo je fais le malin, mais en fait j'ai oublié de parler d'un aspect tout entier qui est pourtant très important quand on parle de Netflix et du possible déclin de Netflix. Effectivement, le système de Netflix n'est peut-être pas aussi stable qu'on pourrait le croire. Aujourd'hui, plus de 170 millions de personnes sont abonnées à la plateforme dans le monde, ce qui est énorme, voire même un peu trop. En fait, beaucoup de spécialistes considèrent que Netflix va atteindre prochainement un plafond dans les pays où il est le mieux implanté, comme aux États-Unis avec plus de 60 millions d'abonnés. Pour ce qui est de l'étranger, Télérama souligne que le prix de l'abonnement risque de devenir dissuasif. Effectivement, quand on voit que Prime Video est disponible à 50 € par an pour les étudiants avec en plus l'abonnement Amazon Prime, c'est pas un placement de produit promis, ou même Disney+, qui est beaucoup moins cher que Netflix, et ben on peut se dire qu'effectivement des gens vont commencer à hésiter. Surtout que le problème, c'est que Netflix risque encore d'augmenter les prix dans les prochaines années. L'entreprise a accumulé plus de 15 milliards de dollars de dettes. Et ça veut pas dire qu'elle va s'écrouler demain, loin de là. Mais la crise économique actuelle et à venir risque de fragiliser encore plus les comptes en banque de chacun, qui continuera à mettre 20-25 € pour Netflix si tous ses concurrents sont en dessous. Car que ce soit Amazon ou Disney, la rentabilité de leur plateforme de streaming n'est pas forcément fondamentale, puisque les revenus de ces entreprises viennent principalement d'autres sources, que ce soit la vente en ligne ou encore les films qui sont sortis au cinéma ou les produits dérivés. Netflix n'apparaît alors pas forcément en position favorable dans ce contexte, malgré le fait qu'il soit précurseur et très bien implanté. Si cette vidéo réflexion-analyse vous a plu, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu pour me soutenir, ça m'aiderait beaucoup, et surtout à vous donner votre avis en commentaire. C'est ça l'objectif de ces vidéos, c'est vraiment d'ouvrir un débat. Je pense que c'est un sujet sur lequel il est intéressant de revenir. Beaucoup de gens, pareil, m'avaient demandé aussi de parler des autres plateformes de streaming, et je pense que ça va être un sujet qui s'impose aux États-Unis plus qu'en France, parce qu'actuellement, à part Disney+, et peut-être Amazon Prime, il n'y a pas grand-chose qui va venir concurrencer Netflix, mais ça risque d'arriver dans les prochaines années, et forcément, ça sera un thème de la chaîne. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. On se retrouve dimanche prochain, 15 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Je poste énormément de trucs, je fais des lives où j'analyse les chaînes YouTube aussi des abonnés sur Instagram, sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me suivre là-dessus si vous voulez, si vous avez une chaîne YouTube et vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit. On se retrouve dimanche prochain, 15 h. C'était Adam Bros. Ciao!